Bonjour, bienvenue à Lévisien, Lévisienne, le balado du Journal de Lévis. Aujourd'hui, on poursuit nos capsules hors série sur les élections municipales où on a été à la rencontre des 3 candidats à la mairie de Lévis pour les élections municipales de 2025. Donc aujourd'hui, on vous diffuse notre discussion avec Serge Bonin, le chef de Repensons Lévis. Avec Serge Bonin, on a pu évidemment parler de son parcours, lui qui a notamment été un comédien pendant plusieurs années. On a parlé aussi de son expérience en tant qu'élu de l'opposition au conseil municipal de la ville de Lévis. Et évidemment, on a parlé de sa vision pour Lévis et de ses principaux enjeux. Donc, je vous laisse découvrir notre discussion, notre entretien. Puis je prends un moment pour remercier encore une fois le groupe Garneau qui nous a prêté la salle de tournage. C'est très apprécié encore une fois. Donc, merci beaucoup, puis bon visionnage à tous. Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle capsule Lévisien, Lévisienne, le balado du Journal de Lévis. Aujourd'hui, on a comme invité le conseiller du district de Saint-Étienne, le chef de Repensons Lévis et candidat aussi à la mairie de Lévis en 2025, Serge Bonin. Bonjour. Bonjour Xavier. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi-même. Ça va super bien, merci. Donc aujourd'hui, avant toute chose, avant de rentrer dans la politique, on veut en apprendre un peu plus sur qui est Serge Bonin. D'où est-ce que vous venez, là? Qui est-il? Oui. Je suis né, moi, à l'Ancienne-Lorette, le petit village gaulois sur la banlieue de Lévis, de l'autre côté. Moi, j'ai choisi Lévis d'abord pour l'abordabilité des maisons. Là, c'était vraiment ça, pour élever ma famille, les quartiers qui étaient là. Je viens du milieu des arts. Donc, j'ai fait cinéma, création littéraire à l'Université Laval. J'ai fait le Conservatoire d'art dramatique, une expérience extraordinaire où on est en petits groupes scrutés à la loupe par des professeurs et où on apprend nos forces, nos défis et où on travaille sur soi pendant 3 ans de façon assez intensive. Vraiment une école de vie absolue. Et par la suite, j'ai pratiqué ce métier-là pendant plusieurs années, faire à la fois de la narration, être entrepreneur culturel aussi, parce que être en culture, évidemment, faut mettre de l'avant nos propres ambitions, mais il faut toujours se vendre, faut mettre de l'avant des projets. Donc, j'avais une compagnie de production, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de l'écriture, j'ai joué aussi beaucoup, évidemment, sur les planches, au théâtre, mais aussi à la télé, dans des pubs et tout ça. Donc, j'ai fait ça une dizaine d'années à temps plein. J'en fais encore d'ailleurs de la narration. Là, j'ai mon studio chez moi. Là, quand je parle d'entrepreneur, c'est ça aussi. Là, on se construit sa propre business quelque part. Donc, je me suis monté un studio dans mon sous-sol et j'en fais encore là, de temps en temps pour des émissions comme Radio-Canada, là, de la surimpression vocale dans la semaine verte ou dans Découverte. Donc, ça continue à travers ça. Je suis passé aussi pendant 8 ans avec les étudiants en maîtrise doctorat à l'Université Laval. Dans mon parcours qui a été un peu hétéroclite à travers ça, j'ai côtoyé les étudiants, la maîtrise au doctorat pendant 8 ans. 2 volets, directeur de la chaire publique. Il y avait un volet organisation de conférences, donc conférences sur tous les enjeux de société, des enjeux très, très larges aux enjeux plus pointus. Je faisais venir des experts universitaires d'un peu partout au Québec, mais aussi au Canada, puis même à l'international, sur des grands sujets. Et on remplissait des salles, là, c'était vraiment super intéressant. Et en même temps, je prenais les sujets de recherche des étudiants à la maîtrise au doctorat, de toutes les facultés, autant les virgules du droit que les formules complexes en médecine. Donc, on allait toucher à toutes les facultés, puis j'ai appris beaucoup ici pendant ce parcours-là. Et on prenait leur sujet, puis on essayait de faire une petite vidéo de vulgarisation de 8-10 minutes. Donc là, j'ai exploré différentes formules pendant 8 ans, des formules entrevues à 2 autour d'un bar, des formules vraiment d'humour présentées avec des gifs là, qui venaient animer un peu tout ça. Vraiment pour faire de la vulgarisation grand public. Donc, j'ai touché vraiment à plusieurs choses, curieux de tout. Je me dis souvent que je suis un spécialiste du général quelque part. 4 enfants aussi, ça me définit, évidemment. Là, ils ont entre 15 et 23 ans. Qui ont baigné dans le sport.
le soccer, la ringuette. Donc, je me suis impliqué aussi comme bénévole, comme coach auprès du soccer dans les plus jeunes années. Okay. Là, ils sont rendus un peu trop un peu trop aguerris pour que je puisse leur donner un coup de main là. Mais moi, j'ai toujours fait du sport. Là. Quand j'étais jeune, là, c'était tennis, badminton, golf, hockey, bien sûr. Là, je joue encore au hockey Ligue des Deux-Lames à Saint-Étienne. On a encore notre gang. Puis je m'occupe de la Ligue avec un autre, avec mon ami Sébastien. Donc, on a encore cette fibre-là de bouger tout le temps. Là, c'est essentiel. Donc, la culture, le sport, ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été au cœur de ce que je vivais. Ma femme est travailleuse sociale, donc l'aspect prendre soin des autres, l'aspect être à l'écoute, travailler beaucoup dans la jeunesse, dans les écoles, essayer de voir c'était quoi les défis des ados. Là. C'était beaucoup la clientèle qui l'intéressait, mais elle fait de la petite enfance aussi. Maintenant, elle est coordonnatrice au C3S. Donc, ça fait 32 ans qu'on est ensemble. On s'est mariés quand ça a fait 30 ans, là, le jour pile de notre anniversaire. On a pu se marier à l'Hôtel de Ville. Donc, ça a été un moment assez particulier là, avec mon collègue Alexandre Fallu qui nous a mariés. Donc, ça a été... on a marqué un jalon. Alors, voilà, belle vie de famille aussi à travers ça. Ça fait un peu le tour de qui je suis, de la curiosité que j'ai. Je pense qu'on est là pour apprendre, pour définir un peu c'est quoi le monde, essayer de toucher à toutes les curiosités, puis pour faire en sorte que on laisse personne derrière, pour faire en sorte que notre écoute soit attentive à chacun et qu'on puisse s'ouvrir à l'autre, comprendre sa réalité et après ça, essayer de voir si ensemble on peut trouver des solutions. Et moi, c'est ce qui me motive là, dans le moteur politique. Là. Puis justement, avant d'apprendre dans tous ces domaines-là différents, ça ressemblait à quoi votre enfance? Mon enfance? Mon enfance, comme je le dis, il y avait beaucoup de sport. Là. Tu sais, je partais d'une partie de baseball, j'allais jouer au soccer, je me changeais presque en même temps, je me déplaçais en vélo, tennis, golf. J'étais membre au Club du Lac-Saint-Joseph. Là, ça coûtait presque rien pour les enfants dans ce temps-là. Donc, j'ai été très, très actif. Très curieux aussi. Des petits cours de théâtre aussi. Je faisais ça déjà quand j'étais jeune à l'école primaire là, pour voir un peu qu'est-ce que c'était. Puis, une enfance quand même heureuse. Bon, c'est sûr que il y a aussi le vécu peut-être de la séparation des parents à un certain moment. Bon, je suis pas le seul dans cette situation-là, mais beaucoup d'admiration pour mes parents. Ben là, j'ai vécu beaucoup avec ma mère, mais qui s'est prise en main, qui a été suivre une formation, qui est infirmière auxiliaire, qui est allée suivre une formation toutes les semaines au Saguenay pour se former comme podologue, là, soins de pied, tout ça, puis donc se prendre en main et dire, c'est pas vrai que je vais pas réussir de mon côté. Donc, beaucoup d'admiration pour sa persévérance, son amour du travail aussi, mais beaucoup la main à la pâte. Je pense qu'elle m'a donné ça comme héritage. Je crois que la clé réside dans le travail. Il n'y a pas de secret. On prend le temps de faire les choses, puis on le fait à chaque jour. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, là, le fameux Boileau. Je pense que j'ai hérité de ça et donc je l'admire beaucoup de ce côté-là. Sinon, quelques voyages aussi au travers, là, tu sais, les fameuses au Dutch Beach. Donc ça, je l'ai vécu aussi quelques étés, mais une enfance pas marquée de choses très particulières, mais quand même très très heureuse pour moi, là, très épanouie. Je me suis pas senti mis de côté ou quoi que ce soit. J'ai participé à des premières élections secondaires pour le président de l'école avec mon ami Jonathan. Là, on était une gang, puis on l'avait habillé en César à un moment donné, puis on était tout habillé en romain, puis on le traînait sur nos épaules, puis on disait « Votez Joe Lard! » Fait que, tu sais, on a eu une belle cohésion de gang à ce moment-là aussi, là. Fait que je peux dire que j'ai touché à la politique une première fois là, mais c'était pas tout à fait l'intention derrière. Je suis pas né dedans, là. Parfait. Puis justement, avant la politique, longue carrière, notamment artistique, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années-là, là? Mon Dieu, il y a énormément de choses parce que c'est hyper riche, là. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. Chaque nouveau projet théâtral, comme moi, ce que j'aime, c'est apprendre. Chaque nouvelle pièce m'amenait dans un univers, une culture, un endroit géographique aussi me faisait rencontrer des gens passionnés, passionnants. J'ai travaillé avec André Brassard, j'ai travaillé avec des gens vraiment inspirants. J'ai pu toucher à
à la fibre artistique de gens qui ont créé le Québec, qui l'ont mis sur la carte, qui l'ont dessiné, qui l'ont défini quelque part. Donc, c'est sûr que ça me nourrit l'imaginaire, mais aussi ça m'a permis, moi, de me dépasser à chaque fois, de me dire, ben OK, on part de là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, où est-ce qu'on va? On commence tranquillement pour apprendre qu'est-ce que dit ce texte-là, mais aussi quel message il livre en dessous. Là, c'est pas juste nos répliques de OK, moi je suis le personnage, je joue ça, la situation c'est ça. C'est aussi apprendre qu'est-ce qu'il livre l'auteur à travers cette grande saga-là. Puis c'est quoi mon rôle dans cette volonté-là du metteur en scène de livrer ce message-là. Donc, écoutez, c'est une formation de vie absolue là, de tous les côtés. Et puis, je pense que ça fait de nous des personnes curieuses. Vraiment, là, on s'ouvre à tout, on ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est ce que j'aimais aussi. Là. Moi, je me voyais pas dans un bureau de 9 à 5 à faire toujours la même chose. Il y en a qui le font très bien. J'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, j'avais envie que ça change tout le temps. J'avais envie de découvrir des univers. Donc, je pouvais passer d'une répétition de quelque chose le matin à autre chose l'après-midi, à un autre spectacle que je jouais le soir. Une année, j'ai fait 8 spectacles différents. Là. Tu sais, c'était très demandant. Et en même temps, ben là, les enfants sont arrivés en même temps que les pièces. Et ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu dis, OK, est-ce que je suis capable de continuer à ce rythme-là? C'est là que j'ai basculé un peu vers l'université. Mais c'est une vie riche. Tu sais, tant qu'on est là puis qu'on découvre des choses, moi, je suis partant, là. Parfait. Puis au travers de ça, comment est née la passion pour la politique? C'est né... En fait, il y avait un hommage, Bernard Landry rendait hommage à un ancien sous-ministre à Saint-Jean-Chrysostome. Puis il y a des amis qui m'avaient invité. Fait que j'ai fait, bon, OK, je vais aller faire un tour. Puis finalement, il n'y avait personne pour le raccompagner. C'était un soir de tempête, en plein hiver. Puis là, j'ai dit, bon, c'est correct, là, je vais raccompagner le premier ministre. Là, il n'était plus premier ministre à ce moment-là, mais on est premier ministre éternel quand on a été élu. Et donc, je l'ai raccompagné jusqu'à Verchères. Et là, on a eu vraiment une longue conversation sur plein de choses. Il a même accepté que je retourne chez lui faire une entrevue par la suite. Donc, à travers ça, je me suis intéressé à la chose politique. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est la notion de plein potentiel. C'est-à-dire, si tu as un potentiel en toi et que tu ne l'exploites pas, tu prives quelque part les gens autour, la société, de ce que tu es capable d'offrir. Donc, moi, je me suis toujours dit, je suis au service, je suis prêt à donner de mon temps, je suis prêt à offrir ce qui est possible d'offrir avec toute ma personne, avec mes forces et mes défis aussi, avec mes habiletés peut-être en communication développées au conservatoire, mais aussi mes autres défis de ce que je connais pas, en fait, parce que je sais ce que j'ignore à travers ça. Donc, c'est de savoir bien s'entourer, là. C'est ça un peu le leadership. Donc, à travers cette rencontre-là, à travers différentes recherches, là, je me suis présenté par la suite au provincial pour goûter un peu, pour dire, bon, OK, je vais l'explorer, je vais aller voir ce que c'est. Dans le chute de la Chaudière-Ouest, j'ai fait le test. Et ce que j'ai apprécié beaucoup, tu sais, j'avais une campagne où chaque soir, je revenais chez moi, j'étais sur le terrain, j'allais voir les gens. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant de voir, OK, c'est quoi votre réalité? Qu'est-ce que vous vivez? Est-ce que l'État a à voir là-dedans? Est-ce que l'État peut faire quelque chose pour toi? Attends un peu, tu sais, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, est-ce que je suis capable? Évidemment, là, j'étais un candidat nommé dernière minute, pas impliqué dans une partie depuis longtemps, donc, tu sais, pas une influence énorme. Tout est un peu décidé au niveau provincial. C'est une campagne de chef, c'est sûr. Donc, on n'est pas en collégialité, en co-création. Je suis embarqué dans le processus, tout était déjà là. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le contact citoyen. C'est de voir, OK, tu as ce défi-là, tu as cette réalité-là, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment je peux arriver à améliorer des choses? Et c'est ce que je questionnais tout le temps. Là, j'arrivais le soir et je faisais un direct dans un petit studio où je disais, j'ai rencontré telle personne aujourd'hui, on a parlé de ça, telle autre, on a parlé de ça. Et là, je présentais ce que chaque parti avait sorti dans la journée. Elle disait, telle partie a dit ça, telle partie a dit ça, le mien, on dit ça, puis moi, je trouve ça de l'allure à cause de ça. Fait que je faisais un peu ça 4 soirs semaine pendant ma campagne. J'ai vraiment beaucoup aimé ce rythme-là, cette réalité-là, ce questionnement-là. Je trouve ça hyper stimulant. Je m'attendais pas à aller vers le municipal
nécessairement. Tu sais, on se dit, c'est un palier, bon, c'est la cueillette de matières résiduelles, c'est l'entretien des égouts, tu sais, à un moment donné. Et pourtant, les décisions du municipal appliquent toutes les lois du provincial et du fédéral et ont une influence directe sur le citoyen dès qu'il sort de chez lui, et même des fois à l'intérieur même de sa maison, parce que si les égouts refoulent, forcément, c'est dans la maison. Mais quand on sort de chez soi, le trottoir, la rue, comment elle est faite, l'aménagement du parc, tout ça, c'est du municipal. Tout ça, ça a une influence directe sur la vie des gens eux-mêmes, leur réalité, leur sortie de chez soi, leur quartier. Et ça, ben moi, je trouve ça absolument riche, fascinant et a un impact totalement direct. Donc, quand je suis arrivé, puis 4 jeunes de moins de 30 ans qui commençaient, bon, à Lévis, il y avait 10 élus sur 15 élus par acclamation en 2017. Et on trouvait que, bon, au niveau de la démocratie, d'une ville qui était à peu près à 145 000 habitants, on n'avait pas beaucoup de choix. Là. On trouvait ça moyen. Donc, j'étais pas encore là, mais les jeunes qui étaient là, de moins de 30 ans, on trouvait ça moyen et ont décidé de commencer des consultations publiques sur différents sujets en faisant venir des experts. Donc, moi, j'étais en train d'organiser des conférences avec des experts. Fait que cette méthode-là, cette façon de faire-là me parlait déjà beaucoup. Et là, il y avait un échange avec les citoyens à travers ça. Et le parti politique est né en 2020. Puis j'ai dit, ben écoutez, si ça vous intéresse, j'ai fait une première expérience de campagne au provincial. Je suis prêt à lever la main pour mon patelin Saint-Étienne puis voir qu'est-ce qui est possible. Et à travers ça, ben, j'ai fait une campagne qui était vraiment près des gens, on a fait énormément de portes. Moi, je crois beaucoup aux portes, je crois beaucoup à aller vers les gens, où est-ce qu'ils sont, à aller leur demander, est-ce qu'on dérange? Si on dérange, c'est pas pire que ça, mais je pense qu'il y a une réelle curiosité, une réelle volonté de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Et surtout dans le contexte actuel, là, où on a 3 partis politiques, on a M. Laulier qui se retire, donc il y a une vraie décision pour l'avenir de Lévis. Alors moi, ce qui m'intéresse, 34 de toute participation à la dernière élection municipale, il faut augmenter ça. Il y a toute une gamme de gens qui ont dit bah ça vaut pas la peine, ou on sait pas trop à quoi ça sert le municipal, ou j'ai pas le temps de regarder ça. Ben il faut aller les voir puis leur dire attendez, c'est important, c'est l'avenir de votre ville. C'est vos taxes évidemment, mais c'est aussi la dette, la capacité, la croissance, les tours qui poussent, c'est tout ça qu'on doit questionner en ce moment puis dire est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on s'en va à la bonne place. Donc j'ai fait le saut. Et à travers mes rencontres, j'ai vraiment été très présent aussi sur les réseaux sociaux, à poser des questions, à faire des sondages et tout ça, tu sais, puis à recueillir les idées des gens, puis à dire, bon, ben voici un portrait de ce dont vous m'avez parlé, puis je vais explorer ça pendant le mandat. Je vous fais aucune promesse de je vais réaliser ça. Je vous dis, voici le portrait de ce qu'on aimerait. Maintenant, je vais travailler comme je peux pour essayer de faire avancer certaines choses. Et on a réussi à faire certains gains. Là. Tu sais, à l'entrée de Saint-Étienne, il y avait une cour d'encans de voitures là, accidentées avec des bus qui ont brûlé, des gros Winnebago en pleine vue. C'était pas chic là, pour l'entrée de Saint-Étienne. Et j'ai lutté fort à l'interne auprès de l'administration pour masquer ça, pour faire une butte qui était verte et qui était plus intéressante comme entrée de Saint-Étienne. Donc ça, c'est une des choses plus marquantes. Mais il y a beaucoup aussi de petits dossiers très locaux, là, sur une adresse très précise. Moi, j'ai un problème X, je trouve que ça avance pas. Ben, là, on va questionner l'administration pourquoi, puis c'est pas prévu dans le budget, mais attends un peu, là, si on le fait pas, il y a un danger, puis on essaie de négocier, puis de trouver une solution gagnant-gagnant tout le temps. Donc, j'apprécie beaucoup ce contact-là citoyen pour trouver des solutions. En ce moment, le conseil de ville est considéré un peu comme un conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il y a des décisions, l'administration prépare la fiche qui nous dit, bon, voici ce pourquoi on devrait le faire, où est-ce qu'on devrait aller. Ça arrive à nous, c'est un peu difficile à bouger, tout est un peu décidé. Souvent, bon, dans l'opposition, on avait de l'information un peu dernière minute, là, mais quand même, tu sais, on n'avait pas l'impression qu'on pouvait influencer grand-chose. Quand on parle du plan quinquennal des immobilisations, là, la liste des grands projets qu'on doit faire dans une ville, ben voici la liste, approuvez-la.
Moi, c'est pas ma vision du conseil municipal, c'est pas ma vision du conseil municipal. Je pense qu'on doit être beaucoup plus proactif dans la réflexion auprès des citoyens, faire en sorte qu'ils soient entendus, faire en sorte que leur voix compte tout le temps. On n'est pas élu une fois aux 4 ans, puis on a une carte blanche pour faire tout ce qu'on veut. Je pense qu'on doit prendre le temps de faire les choses, puis dire, on a tel projet. Est-ce que ce sont les bons projets? On consulte régulièrement pour ça. Pas une consultation qui est décidée d'avance, puis rien va bouger, puis on attend la tape dans le dos pour nous dire « Oui, vous faites du bon travail ». Une vraie consultation. Et est-ce que le projet dans lequel on s'enligne, qu'on a décidé, il est le mieux ficelé possible? C'est vous, les experts d'usage. Les citoyens sont des copropriétaires. Les citoyens payent des taxes. Donc, ils sont à tous les jours sur le terrain à utiliser les services de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner un coup de main, pour leur dire aidez-nous à vous aider, aidez-nous à faire en sorte que le projet qu'on fait, il sera le meilleur possible pour vos besoins, parce que c'est vos besoins qui comptent. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, à l'échelle de la ville, mais particulièrement à l'échelle des quartiers, parce que, on parle beaucoup de pouvoir au quartier, c'est pas juste une figure de rhétorique. Il y a 10 anciennes villes qui ont, pour la plupart, encore une appartenance forte. Moi, j'ai entendu, on doit enlever le nom des districts, les remplacer par des numéros. Je ne crois pas à ça. Moi, je pense que Charny a une appartenance forte à Charny. Ouais. Charny quoi? D'abord, Lévisien aussi. Moi, l'un n'empêche pas l'autre. Être de Lévis, ça peut être une fierté, il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand on est de Saint-Étienne, c'est stéphanois. Quand on est de Pintante, c'est Pintendroit. D'abord. Après, on peut nourrir l'identité générale. Mais je pense que, et je l'entends souvent, plusieurs quartiers se sentent négligés. Est-ce que on le mesure parce que, des fois, il y a des investissements dans les infrastructures, du développement qui se fait, etc. C'est pas toujours si facile à mesurer, mais dans la réalité, ils n'ont pas l'impression qu'ils peuvent avoir une influence sur leur quartier. Ouais. Et dans la vision 2040 de la ville, il est écrit, il y a 2 centres-villes, ce sont des points de convergence. Et quand j'ai lu ça, j'ai fait, OK, mais là, est-ce qu'il y a des citoyens de seconde zone à Lévis? Et moi, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, c'est pas vrai que parce que tu restes en périphérie, tu es moins important, que tes taxes comptent moins, que ton investissement va se faire plus loin, puis déplace-toi. Moi, je me dis, il faut redonner non seulement du pouvoir au quartier, mais des vrais budgets. Donc, faire en sorte qu'il y ait une enveloppe dédiée à chaque secteur pour que chacun puisse dire, la Ville propose 2, 3 projets, mais moi, j'en ai peut-être un autre, j'en propose un 4e. On en discute. Les gens viennent aux soirées de consultation ou par vote électronique. Je ne sais pas exactement encore comment ça se fait. Les budgets participatifs, ça existe un peu partout, là. Luc Rabouin, du côté de Montréal, a été un des prédécesseurs là, pour instaurer ça, mais il y en a, je pense que dans 30% des villes au Québec, il y en a. Lévis n'est pas là. C'est une des premières choses, d'ailleurs, que j'ai proposées au Conseil. Un budget participatif, projet pilote pour un parc qui s'en venait chez nous. Ça a été refusé, mais moi, je suis convaincu qu'il faut aller là. Quand je parlais avec le maire de Drummondville, il me disait, tu sais, on dessine un parc, tout le monde ensemble, les gens viennent participer. Est-ce que le parc est plus beau, plus fonctionnel? On ne le sait pas, c'est difficile à dire. Nos experts sont peut-être compétents aussi. Par contre, ils dessinent la fierté de participer à ça. Ce banc-là, c'est moi qui l'ai choisi. Hein? Cet espace-là, c'est moi qui l'ai pensé. Ah ouais, on en a discuté, c'est vrai, on était d'accord là-dessus. Ça éveille une fierté locale. Et ça fait en sorte que les gens aussi prennent soin de cet espace-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui vient l'endommager, tu fais « Hey, attends un peu, là, c'est nous autres qui a réfléchi à ça. » Et ça, c'est important. T'sais, pour moi, c'est pas une perte de temps consulter les gens, c'est un gain de sens. Et ça, c'est important pour moi. Fait que cette notion-là de pouvoir au quartier, elle nous a mené à faire une tournée des quartiers depuis le mois d'août-septembre à peu près. Et on a fait tous les quartiers de la ville, à consulter les gens, à les faire venir dans des événements, à échanger, à jaser. Et on est encore là, on est encore en train de consulter. Et moi, si les gens me font confiance le 2 novembre, ils font confiance à mon équipe, ce sera une consultation constante. Ça ne veut pas dire de ne pas décider. On est élu, on doit trancher, on doit décider. Par contre, avant de décider, on va le dessiner tout le monde ensemble et on va s'aligner sur la bonne affaire. Puis si on dit que cette chose-là sur laquelle on s'enligne, je suis pas sûr, moi je vais aller un peu à gauche, je suis capable de le dire. Puis de dire pourquoi je le fais, puis les gens me jugeront par la suite.
Mais d'abord et avant tout, il faut que ça vienne de la base. C'est un peu l'inversion du processus. Là. En ce moment, on a des discussions pendant le mandat sur démocratie représentative. Donc, on est élu, c'est à nous de faire ça pendant 4 ans, ils décideront dans 4 ans, ou participative, ou pendant ces 4 ans-là, on le fait ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de choses à proposer. On en aura également dans notre plateforme. Mais moi, je crois beaucoup à ça, ce qu'on appelle l'intelligence collective, là, que seul, on est capable d'avoir des idées, mais quand on les fait ensemble, elles sont bien mieux ficelées puis elles répondent mieux aux besoins qui est réel sur le terrain. Donc, c'est la même chose avec les organismes au niveau sportif, les organismes au niveau communautaire. Il faut que cette cohésion-là soit constante, permanente et facile. Puis si on revient en 2021, moment d'élection, seul élu de l'opposition, c'est comment d'être le seul élu au conseil qui est de l'opposition? Bien, au début, c'est sûr que, d'abord, je savais même pas que j'avais droit à un budget de cabinet. Là. Le soir même de l'élection, c'était comme, oui, mais là, y a-t-il quelqu'un qui vient me rejoindre, là? Donc, j'avais un peu la crainte d'être absolument seul dans cette machine. En même temps, ben, tu sais, je reste curieux, fait que je trouvais que c'était une belle aventure, mais un peu vertigineuse à travers ça. Et là, le lendemain, on nous appelle, puis on nous dit, oui, selon la loi, vous avez eu 20 dans tous les districts, 20 à la mairie, vous avez droit au tiers du budget du cabinet du maire pour former votre cabinet. Ah, OK, là, c'est autre chose. Donc là, on a eu droit à un espace, des bureaux. J'ai pu engager 3 ressources qui sont là depuis le début avec moi. C'est vraiment, tu sais, puis avec notre fonds de soutien et recherche d'élus, on est capable aussi de s'adjoindre des services. On est allé chercher l'ancien directeur des finances et trésorier de la ville pendant 36 ans, je pense, Marcel Rodrigue. Donc, c'est sûr que c'est une bible en termes de connaissance des budgets municipaux et de la réalité fiscale municipale. Alors, il travaille avec nous pour nous guider, nous permettre de formuler des questions pour mieux comprendre aussi les processus budgétaires. C'est une richesse incroyable. On a Alexandre Cusson, qui est l'ancien maire de Drummondville, qui a été président de l'Union des municipalités du Québec. Donc, les sujets municipaux, les enjeux municipaux, il les connaît, comment les aborder, comment les mettre en place, comment parler de chaque sujet qu'on a envie d'aborder. Ben, tu sais, c'est une richesse aussi. Donc, c'est des gens qui nous aident, qui sont chevronnés, qui ont de l'importance et de l'expérience. Puis, évidemment, ben, notre cabinet continue à travailler. À travers ça, ben, c'est sûr que j'arrivais, au départ, bon, je me disais, j'avais toujours le questionnement, ben, ils sont là depuis plus longtemps, peut-être qu'ils le savent, moi j'ai un doute, mais tu sais, en même temps, je vais me donner le temps d'apprendre. Puis à un moment donné, tu fais, ouais, mais ça, il me semble que ça devrait pas être fait comme ça. Il me semble qu'on pourrait faire mieux, on pourrait le faire d'une autre façon. Et là, tu prends des notes, mais là, tu essaies de proposer, pas beaucoup d'ouverture. En même temps, ce qu'on propose n'a peut-être pas été mis en place directement ou accepté, mais par en dessous, on voit qu'il y a des choses qui ont accéléré dans l'administration, il y a des choses qui ont changé, il y a des gains qui sont faits quelque part. Moi, ça me dérange pas. Les idées appartiennent à tout le monde, en autant que la ville avance. J'étais quand même ravi de ça, mais je sens que notre influence a été bien réelle, que l'administration en place, tout à coup, devait faire attention à ce qu'elle faisait, devait se surveiller davantage, devait répondre à des questions. Et ça a été une dynamique beaucoup, dans les réunions, même avant conseil, moi, je questionnais beaucoup. Ben, c'est sûr qu'eux, ils sont en caucus, ils sont tous dans la même équipe. Donc, ils se sont vus l'après-midi avant, ils ont tous répondu à leurs questions entre eux. Quand moi, j'arrive, ben, c'est moi un peu qui mène cette séance de travail-là auprès des fonctionnaires pour dire, ben là, telle chose, telle question, comment ça se fait que ça se passe comme ça? C'est sûr que dans l'ensemble, la gestion de la ville, il y a beaucoup d'administration, puis sur 95 des décisions, on reste quand même en accord sur plusieurs choses qui sont là. Moi, le problème, c'est qu'avant, on n'a pas discuté. Le problème, c'est qu'on n'a pas orienté tout le monde ensemble. Il y a une orientation qui est là, il y a une liste qui est là, puis c'est approuvé là, plutôt qu'en amont de dire, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, tu sais. Et ça, c'est un peu l'attribution du comité exécutif en ce moment, qui a un pouvoir un peu absolu sur qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce qu'on envoie, qu'est-ce qu'on n'envoie pas. Donc, une fois qu'on le reçoit au conseil, tout est un peu orienté. Ben, moi, je pense que le rôle des élus doit être avant le conseil, doit être dans la réflexion même constante et l'approche citoyenne, encore une fois, pour dire, nous, les élus, on s'en va vers nos citoyens. On va leur demander constamment, est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce qu'on s'en va au bon endroit. Puis c'est un défi, hein? C'est pas facile, la démocratie, là. C'est un travail de longue haleine,
Mais c'est tellement beau quand ça fonctionne qu'il faut travailler sur cette culture-là pour que les gens y prennent goût. Premier budget participatif, je ne m'attends pas à avoir 800 personnes dans la salle. Peut-être 20, 25 allumés qui vont être intéressés. Et le jour où le projet qu'on met sur la table se réalise puis que les gens disent « Ah ouais, tu as participé à ça? Hey, moi aussi, je veux lever la main. » Ça marche. Évidemment, en étant de l'opposition, vous avez vu tous les mouvements du maire notamment et des autres élus. Vous avez été là pour poser des questions, oui. pour questionner justement ces dossiers-là. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années de Olivier-là? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment ou qu'est-ce que vous avez moins aimé justement de ces mandats-là? Bien, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'ouverture dans l'écoute de la proposition. Aussitôt qu'on heurte un peu des convictions, le ton peut monter, puis la porte se ferme assez rapidement. Moi, je pense qu'on doit laisser la place à tout le monde de s'exprimer. Ça veut pas dire que tout le monde a raison. Ça veut pas dire que le citoyen arrive puis il a la bonne solution, puis que, bon, ce qu'il veut est justifiable parce que, ce qu'il veut crée peut-être un précédent qui va faire boule de neige puis qui va créer des problèmes. Là, fait que ça veut pas dire qu'on lui dit oui, mais il faut prendre le temps vraiment de l'écouter. Quand on arrive au conseil et qu'on dit « Vous avez 2 minutes, c'est une période de questions, formuler une question, puis on n'est pas là pour argumenter », là, je me demande où est-ce qu'on argumente. Où est l'endroit à Lévis où on peut prendre le temps, justement, de développer un argumentaire, de questionner. Dans les comités, des fois, il y a des citoyens, des fois, il n'y en a pas. Les comités sont privés. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe là pour la plupart. Là, moi, je pense qu'il faut ouvrir ça davantage. On a parlé beaucoup de transparence pendant le mandat. On a demandé qu'il y ait un exercice public de travail sur le budget avant l'adoption, avant même la présentation officielle. On a fini par faire le gain là, en 2024 pour le budget 2025. On a fait un premier atelier, on nous donnait 10 minutes chacun. Évidemment, en tant que 2 élus de l'opposition, on aurait pu poser beaucoup plus de questions. On en avait encore beaucoup parce que tu poses 4 questions, le temps des réponses, les 10 minutes est assez vite passé. Quand on va à Gatineau, là, c'est des séances, ça dure sur presque un mois. Là. Il y en a plusieurs séances à Québec, un modèle de transparence quand même exceptionnel, où on dit, c'est de l'argent public, ce sont des données publiques. Il n'y a rien qui est caché. Là. Allons-y. Là. On fait une étude, elle est publique, vous avez le droit de la voir. Moi, c'est la mentalité que j'aimerais développer le plus possible. Maintenant, il y a aussi une utilisation, des fois, des chiffres qui est erronée. Je ne sais pas à quel point c'est un choix, mais tu sais, quand on dit le taux global de taxation fait qu'on est moins taxé au Québec, c'est pas vrai, là. Le taux global de taxation, c'est une affaire qui est théorique. C'est comme si tu as l'axe des X, l'axe des Y, tu prends juste l'axe des X, puis tu dis « Hey, c'est un bon taux », ça fonctionne pas, il faut qu'il soit en corrélation avec d'autres choses. Donc, quand le vérificateur général dit c'est la charge fiscale par logement, donc la taxation que tu as par porte, c'est ça qu'il faut regarder pour comparer les villes, bien, moi, c'est ce que je regarde. Puis, Lévis se classe 3e ou 4e parmi les plus taxés des grandes villes. Donc, on n'est pas en tête, là. C'est pas vrai, c'est faux de dire qu'on est les moins taxés parmi les grandes villes, c'est pas vrai, là. Donc, ça, il faut se battre un peu là-dessus pour dire, bien, prenons les vrais chiffres, prenons les vraies données, prenons d'où on est. Mais je les comprends, là, ça fait 12 ans qu'elles sont là, ça fait 20 ans que c'est le même parti. Ils portent leur passif, ils portent leurs décisions. Donc, tout ce qu'ils vont mettre de l'avant, ça va être une conséquence de ce qu'ils ont décidé il y a 4 ans, 8 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine prudence, mais une certaine, tu sais, on aménage. Nous, on arrive et on dit, attends un peu, c'est pas ça que ça veut dire. Mais si on nous fait confiance le 2 novembre, on fait table rase quelque part. Le passé ne nous appartient pas. Voici la réalité complète. Voici la réalité étalée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien, nous, on part de là, puis on va le travailler avec vous, puis vous allez avoir les indicateurs. Les projets avancent de telle façon. Voici une présentation de nos projets. Voici leur état d'avancement. Pourquoi c'est pas fait publiquement? Nous, il faut le demander pour avoir un état de réalisation des plans de tous les projets qui sont en cours dans la ville. Et on l'obtient une fois par année, une petite mise à jour. Mais ça devrait être public, ça. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas. Toute la préparation du budget. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ne doivent pas être en privé parce que, bon, il y a des dossiers judiciarisés, puis il y a des éléments qui concernent des adresses précises, puis bon, il y a certaines choses qu'on doit respecter la vie privée, puis on comprend ça. Mais dans l'ensemble,
quand c'est la ville qui paye pour quelque chose, pourquoi les citoyens ne seraient pas au courant? Moi, je ne vois pas, là, tu sais, les indicateurs doivent être clairs, doivent être précis, doivent être mesurés. On a beaucoup ça, là, dans l'administration, en environnement. On regarde la stratégie de l'environnement, puis tu fais « OK, ouais, c'est intéressant », puis là, tu regardes les engagements qui sont là, plein de vertus, puis tu sais, c'est des bonnes idées, tout ça. Combien ça coûte? Dans combien de temps on va le faire? Puis quel argent on met dessus pour que ça se fasse? Et ça, ben, on n'a pas souvent ces réponses-là. Même chose pour la stratégie de sécurité dans les rues. Encore plein de bonnes idées. Je pense qu'il y a 38 items qui sont ressortis. Combien ça coûte? Quand est-ce qu'on va le faire? Ce qui n'est pas mesurable, là, c'est un rêve. Quand tu commences à le mesurer, ça devient un projet. Fait que pour que ton rêve devienne un projet, tu le mesures, tu le mets dans le temps, puis tu le réalises. Fait que, il y a ça, moi, que j'ai reproché à travers ça. Mais évidemment, il y a eu l'ambition, je dirais, de la croissance. On est dans une croissance de palmarès en ce moment, où on dit on est numéro un. Mais il y a des conséquences à ça. Là, on a vu la taxe augmenter de 7,7 % en moyenne en 2024. On a dit 2,9 en 2025, mais quand on regarde les commerces, on est à 6 %. Quand on regarde l'industrie, on est à 6 %. Quand on regarde le 6 logements et plus, on est autour de 8-9 % en incluant les services. Fait que le multilogement, là, tu sais, on dit « Ah, les locataires, ils savent même pas s'ils peuvent voter, ils payent pas de taxes. » À travers leur loyer, ils payent leurs taxes. Le propriétaire du multilogement, il refile évidemment sa taxe aux locataires. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, si on a augmenté on est entre 15 et 18 % là, sur le multilogement depuis 2 ans, bien, ça, c'est une pression à la hausse énorme, là, sur... Tu sais, on la connaît, la réalité des familles. Moi, j'ai 4 enfants. Je suis dans la classe moyenne. Il n'y a rien de trop extraordinaire dans mon compte de banque, dans le sens que je la connais, la réalité. L'épicerie qui a augmenté de 17 % en 2023, je sais exactement ce que ça fait sur mon compte, là, puis sur mon budget. Fait que je le comprends que si on continue à croître à cette vitesse-là, bien, ça crée une inflation sur le prix des loyers, sur le prix des maisons, sur les taxes. Ça crée une augmentation considérable de la dette de la ville. Ça crée 20 % d'augmentation de la masse salariale dans les 2 dernières années. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, dans cette croissance-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, mais là, on vient de frapper en plus le mur du moratoire, où nos infrastructures n'étaient pas prêtes à accueillir ça, parce qu'on est allé vite, parce qu'on a dit « Ah, ben écoutez, on subit la croissance, ça va vite, hein, c'est tellement le fun. » Ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas aller là. Il faut prendre une pause, il faut regarder ce qu'on fait et il faut le planifier sur 20-25 ans. Les gens qui ont mis de l'argent sur la table pour développer, là, ce pourquoi ils sont pas contents, c'est parce qu'il y avait un deal avec la ville. Ils étaient en train de mettre l'argent, ils étaient en train d'investir. Ça s'en venait, la ville leur dit « Oui, tout est beau, vos projets vont avoir lieu. » Et du jour au lendemain, hop, on tire la plug. Donc, on est en train d'embarquer dans le train, il n'y a pas de problème, payez vos taxes, payez votre transport, on augmente le prix du billet, mais on enlève les rails. Qu'est-ce que ça fait? Bien, c'est sûr qu'ils sont en colère, je les comprends. Si on leur dit, non, tu ne peux pas développer tout de suite, ça va prendre 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ne mettent pas d'argent ici, ils vont développer ailleurs, ils prennent leur temps. Le jour où ils seront prêts, bien, on va le faire au bon endroit. Ça, pour moi, c'est la responsabilité de la ville, c'est une saine gestion, c'est une saine planification et c'est le minimum attendu d'une administration de la ville. Donc, pour moi, ce qui a été fait dans les dernières années, c'est un échec. Parce qu'on ne peut pas arriver et dire « Ah, ben, on ne l'avait pas prévu, ça a été plus vite que ce qu'on pensait. » Quant au schéma d'aménagement, tu dis « On va prévoir à peu près 850 portes par année. » Pas obligé d'être un objectif ou une jauge, mais tu sais, c'est quand même un indicateur qui te dit « Bon, je vais avoir besoin de tant d'écoles, je vais avoir besoin de tant de services dans les hôpitaux, tant de personnes vont prendre l'autobus. » Tu sais, tout ça est en fonction de cette planification-là. Mais tout à coup, tu en donnes 3800 l'année passée, tu en donnes au-dessus de 2000 les autres années. Donc, ton 850, là, il n'est plus du tout à la même place. Fait que tout ce que tu aurais dû faire normalement en 20-25 ans, tu le fais en 4-5 ans, bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis c'est sûr que tu frappes un mur. Donc, c'est ce qui est arrivé. Et c'est pas parce que des drapeaux n'avaient pas été levés. Là. On a plein de signes qui nous disent que oui, il y avait des drapeaux qui étaient là, mais il y a des projets qui doivent paraître, il y a des rubans qui doivent être coupés, tu sais, politiquement, c'est payant de montrer que il faut s'occuper de ce qu'on a.
il faut soigner nos terrains de sport, il faut soigner nos bâtiments à la ville, il faut soigner toutes nos infrastructures, les tuyaux. Là, on a adopté un cadre financier. Nous autres, depuis le début du mandat, qu'on dit que ça prend un cadre financier, ça n'a pas de sens qu'une ville soit gérée sans savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, dans quel cadre on peut s'insérer. On a fini par l'avoir en 2024. Il n'est pas parfait. On a voté pour, évidemment, parce qu'à défaut d'avoir rien, on part de ça. On va le peaufiner, on va être plus ambitieux peut-être sur certaines affaires, mais il faut le respecter. Donc, on l'adopte en 2024. Première chose qu'on fait en 2024 pour le budget 2025, on coupe dans le paiement comptant, qui était un peu le saint Graal de ça, parce que c'était comme une grande fierté de dire on met tant de millions dans le paiement comptant, puis je pense que ça revenait 4-5 fois dans le cadre financier comme étant un fer de lance. Mais là, on est passé à peu près 17-18 millions à 6-7 millions, je te dis des chiffres à peu près, là, mais on est dans ces eaux-là. On a coupé du 2 tiers à peu près le paiement comptant pour arriver. Et on a coupé aussi dans le pavage, parce que, bon, l'entretien des rues, on en entend beaucoup parler, hein, les nids de poules. On a l'impression qu'on va lui mettre des codes postales, tellement ils deviennent gros des fois. Là, bon, on a peur de perdre nos orteils quand on marche dedans. Mais, tu sais, l'entretien des rues, si tu le fais pas cette année, ta rue, elle se dégrade. Oui. Elle va coûter plus cher l'année prochaine. Donc, le montant que tu mets là, il est pertinent, il est essentiel. Quand le cadre financier dit 18 millions pour le pavage, on était à peu près à 15. Oups! On décide de couper à 6. C'est un choix budgétaire pour arriver. Mais il y a un problème. C'est parce que tu n'es pas capable d'arriver, c'est parce que tu as mal calculé tes affaires. Puis quand tu le diminues du 2 tiers, ton investissement dans les pavages, ben c'est pas sans conséquence pour les gens qui roulent en voiture. Là. Et là, ben on a entendu parler, ah ouais, Guillaume Couture, c'est affreux à telle place, pas loin de Taniata, puis tout ça. Ben, c'est sûr que si on met moins d'argent dans le pavage, il va être moins beau. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Donc, il y a toute une pédagogie à faire là-dessus aussi pour dire, tu sais, une rue, ça a un indice d'usure, puis il y a peut-être les tuyaux qu'il va falloir refaire en dessous, fait qu'on attend un peu plus pour pouvoir refaire la structure. Oups, celle-là est un peu dégradée, mais si on refait le pavage, ça va être payant, ça va durer plus longtemps. Bon, il y a tout un processus à comprendre là-dessus, mais à la base, si tu te fais un cadre financier, il faut que tu le respectes. C'est la moindre des choses. Donc, si tu ne le respectes pas, c'est qu'il y a des choix qui ont été faits. Là, on a augmenté de 7,7 % en 2024. On arrive à la fin de l'année sur plus de 25 millions, l'équivalent de 8 % du compte de taxes. Est-ce qu'on aurait pu être moins agressif sur l'augmentation des taxes? Bien sûr, là, puis là, il va quand même dans la nuance, dans le sens que le 25 millions est composé de, économie de déneigement, on pouvait pas nécessairement prévoir qu'il y ait moins de neige, puis tout ça, les droits de mutation. Mais les droits de mutation, là, ça devrait pas être un moteur pour la ville, ça devrait être une prévision. Tu sais, si on dit, c'est 1000 portes, c'est ça qu'on est capable d'accueillir. Là, on est en train de refaire des usines de traitement dans Saint-Nicolas. On est en train de refaire les étangs dans Desjardins. Ça va coûter assez cher, merci. Puis là, on nous dit, on fait l'équivalent de 25 à 27 000 portes. On en a pour 25 ans. OK, mais là, vous dites que vous avez donné 3 800 portes l'année dernière, vous êtes au-dessus de 2 000 portes. C'est pas 25 ans, là. Vous êtes en train de nous dire que dans 7-8 ans, on va refrapper le mur à nouveau. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux une planification rigoureuse dans le temps d'un nombre X qu'on est capable d'accepter. Puis, on va s'entendre avec les promoteurs pour faire en sorte que chacun ait sa part au bon moment, puis qu'il y ait des critères justes pour dire, OK, là, c'est ton tour, on développe un peu dans chaque secteur, puis chacun a une certaine rotation, puis tout ça, là, on s'entend sur les bons critères, mais on a de la prévisibilité. Donc, il n'y a personne qui met de l'argent sur la table, puis du jour au lendemain, il se fait tirer à la plug, puis il ne peut plus rien faire. Fait que ça, pour moi, c'est de la saine gestion, ça, pour moi, c'est de la planification, puis c'est là qu'il faut aller. Puis s'il faut arriver dans le premier mandat, puis dire, la seule chose qu'on est capable de faire en ce moment, c'est des infrastructures, c'est de s'en occuper puis de remettre à jour. Moi, je suis prêt à le dire, j'ai pas de problème avec ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, par contre. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable d'avoir des projets porteurs pour Lévis, pour développer le tourisme, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait en tourisme à Lévis, pour développer
je dirais l'identité industrielle. Hein? On a des parcs industriels qui sont pas tout à fait pleins. Là, on annonce Rabasca, mais en même temps, il reste encore beaucoup de place dans nos parcs. On est capable de les densifier. On a encore des terrains qu'on est capable de rendre viables, tu sais, de brancher les tuyaux pour dire, ben oui, on est capable de développer là. On a encore beaucoup d'espace avant de dire, attention, on en envoie un autre. Puis la vocation de ces parcs industriels-là. Comment on veut positionner Lévis par rapport aux autres villes autour pour en faire une ville distinctive. Donc, l'identité culturelle de Lévis. Hein, quand tu t'en vas à Nashville, tu vas là pour le country, c'est clair. C'est quoi l'identité culturelle de Lévis? Il y a de l'activité culturelle. Il y a beaucoup d'événements. Il y a le festival, il y a le K-Pocket qui est animé, tout ça. Il y a beaucoup d'activités culturelles. Mais est-ce qu'il y a une identité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que, ouais, moi, Lévis, c'est ma ville de destination. Je m'en vais là, je m'en vais passer du temps pour ça, ça, ça. Il y a des belles activités, il y a des belles pistes cyclables, il y a une belle vue sur Québec. Est-ce qu'on se définit par la vue sur la voisine d'en face? Moi, j'ai de la misère avec ça. Je ne veux pas donner une réponse toute cuite aux gens de Lévis parce que faut le définir ensemble. C'est notre job ensemble de regarder ça, mais de dire, est-ce que la ville de la coopération, c'est encore vrai ça? Peut-être. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On sait tous que Desjardins est ici puis qu'il y a une ADN qui est forte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'incarne? Mais de la coopération, là, ça passe par les organismes, par les citoyens, ça passe par la voix citoyenne. On parle beaucoup du fameux amphithéâtre de 4-5 000 places à 8 000. Je suis d'accord avec ça entièrement, parce que ça nous prend une infrastructure forte qui va faire en sorte qu'on est capable d'accueillir des grands événements, qu'on est capable d'accueillir des spectacles, qu'on est capable d'accueillir peut-être une équipe ou je ne sais pas quoi, professionnelle, semi-professionnelle, à voir qu'est-ce que c'est. Mais je pense que la ville doit être proactive, pas juste attendre que ça va-tu lever, ça lèvera-tu pas, le jour où toi tu seras là, oui, on sera partenaire. Non, on est capable d'être les proactifs là-dedans, puis de vendre le projet. Fait que ça, j'y crois beaucoup. Et dans cette perspective-là où on doit entretenir nos infrastructures, ben le modèle financier des grands projets doit changer. La ville ne peut pas assumer 100% des coûts. Donc, elle doit trouver des partenaires, à la fois aux deux autres paliers de gouvernement, à la fois en philanthropie, parce qu'une ville a le pouvoir d'émettre des reçus de charité et elle ne le fait pas. Et il y a quelques exemples qui ont commencé à y toucher, qui ont réussi à le faire. Ben, il faut aller là, il faut aller trouver une façon que chacun contribue, puisse avoir sa part dans le projet, mais qu'on puisse en faire des projets collectifs, tout le monde ensemble. Puis un des projets que vous avez parlé lié au transport, Oui. Évidemment, on ne peut pas mettre sous silence le fameux troisième lien. Oui. Votre position sur le troisième lien? Bien, la mobilité, c'est assez complexe, c'est assez grand. Ça touche plusieurs choses. Ça touche le transport en commun, ça touche même l'interconnexion des pistes cyclables, les vélos, les voitures. Le troisième lien, là, en ce moment, avec la sortie du troisième lien à la ferme Chappé, je trouve que ça n'a aucun sens. Okay. La ferme Chappé est en ce moment propriété du gouvernement fédéral en négociation avec les premiers peuples pour voir qu'est-ce qu'on va faire là. Il y a eu une annonce de logements sociaux, il y a eu des projets d'arboretum, de jardins botaniques, de toutes sortes de choses pour redonner cet espace-là à la communauté. Moi, je pense que ça doit se faire le plus rapidement possible. Ça n'a pas de sens d'avoir cet espace-là, cet espace vert-là riche et immense en plein milieu de la ville qui n'est pas exploité puis qui n'est pas fréquenté par les gens. Mais en plus de ça, tu as les tuyaux de Valero, là. Tu as l'essence, le mazout, le kérosène qui passe par là, qui monte des bateaux, qui redescend. Je veux dire, quand la ministre Guilbeault dit il y a un petit défi à Lévis avec Valero, je fais non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le bon endroit. L'idée, c'est toujours d'avoir le périphérique, de terminer de l'autre côté. Où est-ce qu'il passe précisément? Ça, c'est pas mon expertise, puis c'est pas à moi de le décider parce que c'est quand même des bons investissements puis un bon budget. Mais c'est sûr que pour moi, il doit terminer le périphérique. C'est là qu'il va être le plus utile pour les gens de Lévis, là. Ça, c'est clair. Parce qu'on doit aussi considérer le transport des marchandises à travers tout ça. Moi, j'ai demandé à la Commission municipale de Québec, la CMQ, j'ai demandé, Communauté métropolitaine de Québec, j'ai demandé, avez-vous une étude de style origine-destination sur les personnes, mais pour les marchandises? Est-ce que vous savez d'où les marchandises partent? Où est-ce qu'elles s'en vont? Ah ouais, non, on va faire ça. Ça nous intéresse, tout ça. On ne peut pas déterminer où on le met si on n'a pas ça, mais dans l'esprit, la logique, si quelqu'un n'a pas besoin d'entrer dans les centres-villes, il faut passer d'un côté ou de l'autre.
Puis, faire une boucle au niveau du transport en commun aussi, c'est plus facile. Fait que, oui, au troisième lien, parce que le jour, et moi, ça a toujours été l'argument qui m'a parlé le plus, le jour où il y a un problème sur le pont La Porte, un problème majeur, peu importe lequel il est, puis qu'on le perd pendant une semaine, 2 semaines, ou peut-être même plus long terme, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arriver, bien là, on va avoir un réel problème dans la région, là, parce que c'est pas vrai que 4000 voitures sur le pont de Québec, ça va fournir ce qu'on a besoin pour se déplacer entre les rives. Fait que moi, cet argument-là de la sécurité, là, ils disent économique, là, moi, c'est plus qu'économique, là, c'est la sécurité tout court. Là. Le jour où il n'y a plus ça, ben, on n'a plus accès aux hôpitaux de l'autre côté non plus. Traverser les pompiers d'un côté à l'autre, peu importe ce qui arrive, Valero, c'est quand même une industrie importante à Lévis qui est assez particulière. S'il arrive quelque chose là, ben, c'est sûr qu'on a besoin d'aide de gens autour. Donc, tout ça fait partie de l'équation pour dire, ben oui, là, à un moment donné, ça va être une nécessité. Ben, je pense que ça l'est déjà, mais là, on reprend un projet, on repart de l'autre côté. Moi, mon père était à Expo Québec dans les années 70-80. Il présentait une maquette de l'île d'Orléans avec un tunnel à la pointe. On est encore à peu près à la même place, puis là, on revient, puis là, on essaie un tunnel au centre-ville. Ah, on essaie un autre projet. Mais justement, est-ce que vous avez confiance que ça va finir par voir le jour, ce projet-là, après tout ce va-et-vient-là? Je parle beaucoup aux gens de Lévis, là. On a consulté pas mal. Les gens n'y croient plus beaucoup. Les gens le veulent encore. Les gens le souhaitent encore. Ils n'y croient pas beaucoup. Donc, puis là, ben, les gens feront leur diagnostic du gouvernement actuel là, au moment voulu en 2026, là, mais moi, je pense qu'il faut quand même trouver une voie de passage. Il faut trouver une façon de faire gagner Québec aussi. Là. La ville de Québec doit avoir un gain avec ça. Et c'est là, d'après moi, que c'est pas toujours bien attaché. Quel est le gain pour Québec? Ben, tu sais, il faut voir aussi le meilleur passage pour les deux côtés. Là. Mais oui, là, ça reste pour moi une nécessité. Mais c'est un peu au-delà de... Tu sais, en attendant, on a quand même bien d'autres choses à gérer à la ville. On a quand même bien d'autres choses à regarder. Transport en commun. On avait un projet qui était structurant en 2013, qui s'appelait l'INEA, qui était des voies centrales sur Guillaume Couture, du Cégep, jusqu'à la 20 de l'autre côté, à Saint-Rédempteur, sur la route des Rivières. Donc, 17 km de voies centrales. Qu'est-ce que ça fait? Ça te fait une colonne vertébrale hyper efficace, qui est rigoureuse, qui est toujours à l'heure, qui est toujours à la bonne fréquence et qui te permet de libérer d'autres bus pour venir faire des rabattements nord-sud depuis Pintante, depuis Bréquéville, depuis Saint-Jean-Chrysostome, depuis Saint-Étienne, depuis le village Saint-Nicolas. Bien, cette colonne structurante-là, elle n'est pas là. C'est pas des voies réservées qui font une colonne structurante. Des voies réservées, c'est des voies sur le côté qui permettent à des autos d'entrer et de sortir et qui font de l'interférence tout le temps. Donc, cette fréquence-là, elle n'est pas miraculeuse, là, tu sais. C'est mieux que rien, mais c'est vraiment pas ça le projet qui fait une colonne vertébrale structurante de transport. Donc ça, il faut s'occuper de ça. C'est urgent parce qu'on ajoute des portes. Et si on n'a pas un système de transport en commun plus efficace, mais on ajoute des voitures. Et là, on peut bien essayer de rêver à d'autres liens est-ouest. Il n'y a pas de miracle sur la façon dont la ville est bâtie. Il y a la 20, il y a Guillaume Couture, il y a le chemin du fleuve, à la limite, qui est magnifique. Moi, je passe toujours là, mais il faut ralentir, évidemment. Il faut prendre le temps d'admirer le paysage. Donc, si on n'a pas cette offre-là pour les gens qui peuvent le prendre puis qui peuvent dire, ben moi, c'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité, c'est un gain de confort d'aller à l'endroit où je veux aller, ben c'est sûr qu'on met tout le monde dans le trafic. Là, si on veut libérer les voitures, il faut trouver des solutions. Puis ça, c'en est une. C'est pas la seule. Tous les carrefours problématiques, là, le virage à droite de feu, pas de feu de préemption, mais de synchronisation des feux, faire en sorte que quand j'arrive, ben, je roule toujours à la même vitesse, puis je vais être sûr de bien passer. Tout ça, ça fait partie de la fluidité. Là, c'est sûr que là, il y a les zones de travaux en ce moment. Nous, on a milité aussi pour que quand les gens ne travaillent plus sur le chantier, on retire les cônes pour essayer d'améliorer le plus possible. Ça a été... en tout cas, balayé du revers de la main, disons, au conseil, mais le lendemain, on voyait quand même des chantiers qui étaient démobilisés. Donc, il y a eu un impact là aussi. Mais c'est toutes des choses qu'on a besoin de jaser avec les citoyens pour voir, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Jaser avec le propriétaire du Victor sur Guillaume Couture.
qui dit là, vous m'avez mis une travée centrale, les gens peuvent plus tourner pour venir à mon commerce. Fait que pour venir à mon commerce, il faut qu'ils continuent, puis qu'ils aillent faire le détour, puis qu'ils reviennent de l'autre sens, puis ils n'ont pas le droit de faire un U-turn là, puis là, ils rentrent dans l'autre parc. Compliqué, là, tu sais, là, vous m'avez compliqué la vie. Alors qu'on aurait pu lui parler avant, puis essayer de trouver une voie de compromis, puis voir comment on peut faire ça. Fait que tout ça, ben, ça fait partie de la planification. Mais cette colonne vertébrale-là, pour moi, elle est essentielle. Nos trottoirs. L'état de nos trottoirs dans certains endroits, moi, sur la route de Rivière, chez nous, c'est catastrophique, c'est dangereux. Il y a plein d'endroits où on nous envoie des photos, puis les personnes âgées qui marchent sur le trottoir, ils tombent. Ça leur arrive de tomber. Là. Est-ce que c'est la responsabilité de la ville? Absolument. C'est à nous d'entretenir nos trottoirs, de faire en sorte qu'ils soient droits, qu'ils soient au bon endroit. Mais ça, c'est un minimum de base de nos infrastructures à entretenir. Puis après ça, il en manque aussi à certains endroits, là, des aménagements. Bon, dans toute nouvelle rue qu'on fait, on essaie d'y penser le plus possible. Là. Quand c'est une artère principale, on rajoute le trottoir. Mais l'enveloppe des nouveaux trottoirs, là, elle était à 250 000 par année. Ça prend 400 000 pour faire 1 kilomètre. Fait que là, on l'a monté à 325 cette année. Là, le PQI dit les prochaines années vont être à 750 000. Il faut être plus ambitieux que ça pour nos trottoirs. Il faut faire en sorte que les gens puissent marcher, pistes cyclables, même chose, interconnexion entre les pistes cyclables. Alors, tout ça pour ça, tu sais, ben, je pense qu'on a beaucoup de pistes cyclables à Lévis. Là. Je pense que c'est quand même bien. La piste multifonctionnelle du Cégep au Pont, oui, je suis d'accord avec ça. On va la compléter. Ça va prendre un certain temps. On va le faire. Mais après, il faut entretenir ce qu'on a. Tantôt, on parlait de ce que vous dénoncez au niveau de la gouvernance, la transparence notamment auprès des citoyens. Concrètement, là, si vous en venez à être le maire